Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier cours sur les séries de Fourier. Donc, le cours sur les séries de Fourier va se décomposer en 6 vidéos, donc 6 chapitres, 6 sous-chapitres. Aujourd'hui, on va voir donc les espaces dont on va avoir besoin pour définir les séries de Fourier qui vont être des séries de fonctions de pi périodiques ou des fonctions trigonométriques. Donc là, aujourd'hui, on va surtout s'intéresser aux fonctions de pi périodiques. Donc dans ce premier cours, il va y avoir beaucoup de définitions et des lemmes un peu faciles que je vous laisserai donc démontrer. Je vais peu écrire aujourd'hui dans ce premier cours, contrairement normalement aux autres vidéos. Donc on dit qu'une fonction, lorsque f est mesurable, est 2pi périodique, lorsque f de x égale f de x plus 2pi pour presque tout x réel. Donc là, la différence avec l'ancienne version que vous aviez des fonctions 2pi périodiques, c'est que on doit avoir ce presque tout x. On a un premier lemme qui arrive alors, c'est que si f et g sont deux fonctions mesurables, telles que f égale g presque partout, alors f est 2pi périodique si et seulement si g est 2pi périodique. Donc si on a deux fonctions qui sont égales presque partout, si on en a une qui est 2pi périodique, l'autre va être également 2pi périodique. Donc pour ça, il faudrait montrer que l'ensemble, par exemple, si on suppose que f est 2pi périodique, il faudrait montrer que l'ensemble des x appartenant à R, tel que g de x plus 2pi différent de g de x, que cet ensemble-là est de mesure nulle, si on suppose que f est 2pi périodique. Comme ça, on aura bien que g est 2pi périodique pour presque tout R. On aura bien, que g de x plus 2pi égale g de x pour presque tout x. Donc les conséquences de ce lemme vont être qu'on va pouvoir s'intéresser aux classes de fonctions de pi périodiques. Donc on peut considérer l'espace grand LP, P appartenant à 1 plus l'infini, des fonctions mesurables de pi périodiques. Donc dans ce chapitre, grand LP, ça va être l'espace des fonctions mesurables, mais également de pi périodiques, contrairement aux espaces grand LP que vous pouviez voir avant. Tel que on a l'intégrale sur 0 de pi de f de x à la puissance p par rapport à x qui est strictement inférieur à plus l'infini. LP, c'est également un espace de Banach, c'est-à-dire un espace vectoriel normé complexe, pour cette norme. Donc ça, on va pouvoir le voir par exemple en utilisant le théorème de Rice-Fisher. Je vous laisse encore une fois le faire. Et enfin, on a donc L infini en utilisant la notation classique, donc l'inf des m strictement positifs, tels que f de x est inférieur ou égal à m pour presque tout x. Donc, encore une fois, cette norme L infini, elle est valable pour presque tout x. Donc ça, on dit que f est essentiellement borné par m. Contrairement à, par exemple, la borne tout court. Puisque là, on a cette notion de presque tout x qui intervient. On va voir maintenant un second lemme. Donc si on prend f, une fonction qui va de R dans C, qui est continue sur R, et si f est 2pi périodique, alors f de x plus 2pi égale f de x, pour tout x appartenant à R. Donc là, ce qu'on a en plus, c'est ce pour tout x appartenant à R. Donc si en fait on suppose que notre fonction est continue, alors ce qu'on avait alors comme un presque tout x devient 1 pour tout x. On va le voir rapidement en s'intéressant en fait à l'ensemble des x appartenant à R, tel que f de x plus 2pi différent de f de x. Cet ensemble, il est de mesure nulle, et en plus de ça, il va être ouvert, puisque f est continu. Donc c'est un ensemble ouvert de mesure nulle, donc c'est l'ensemble vide. Comme c'est l'ensemble vide, on en déduit que pour tout x appartenant à R, on a ceci. Donc désormais, on va définir avec un grand C, comme ceci, l'espace des fonctions continues de R dans C de pi périodique.
Donc cette fois-ci, donc le grand C montre bien le fait que indique le fait que les fonctions sont en plus de ça continues. Maintenant, on va avoir une notion de polynôme trigonométrique dont on va avoir besoin dans la décomposition, par exemple, vous allez voir, on va voir ça après, d'une fonction en une somme de fonctions de pi périodiques, par exemple. Donc, une première notation, donc on définit pour tout n appartenant à z, la fonction en de z qui à x associe exponentielle inx. On a un premier lemme qui nous dit que en appartient à l'ensemble des fonctions, voilà, c'était le C comme ça, appartient à l'ensemble des fonctions continues de R dans C de pi périodique. Donc le fait que cette fonction soit de pi périodique est immédiat, hein, attention, x est bien un réel. Et évidemment, ce sont des fonctions continues. Alors une autre notation, donc on va noter P, le sous-espace vectoriel de C, qui va être engendré par toutes ces fonctions. Donc P, ça va être le vect de toutes nos fonctions trigonométriques ici, E, I, N, X, où N appartient à Z. Attention, N est bien un entier relatif, et non pas un entier naturel, comme on pourrait le voir habituellement. Cette fois-ci, on travaille avec les entiers relatifs. Donc maintenant, une autre définition. On appelle les vecteurs de P les polynômes trigonométriques. Donc tous les vecteurs qui sont engendrés qui s'écrivent comme une somme de fonctions en qu'on a définies ici, sera un polynôme trigonométrique. On a un autre lemme qui nous dit que pour tout P et Q appartenant à 1 plus l'infini, avec P strictement inférieur à Q, on a que notre ensemble P est inclus dans l'espace des fonctions continues de pi périodique, qui est inclus dans l'espace L infini, inclus dans LQ, inclus dans LP, inclus dans L1, etc. Donc cette première inclusion, elle est simple. On utilise simplement le fait que pour tout n appartenant à Z, ENZ appartient à C. Celle-ci, elle est immédiate également, puisque lorsque notre fonction est de pi périodique et continue, elle va être bornée, donc essentiellement bornée. Et ensuite, pour les autres inclusions, je vous redirige vers les preuves classiques qu'on a pu voir dans d'autres cours. On peut notamment utiliser par exemple l'inégalité de Holder pour LQ, LP. En particulier d'ailleurs, la norme sur L2 est issue d'un produit scalaire. Donc on peut poser le produit scalaire entre f et g, qui vaut 1 sur 2pi, l'intégrale entre 0 et 2pi, de f de x, g de x, bar dx, avec g de x bar qui vaut évidemment le conjugué. Donc g de x conjugué dx. F et g dans L2. Donc le fait que la norme sur L2 soit issue d'un produit scalaire, ça nous dit également que c'est un espace de Hilbert, en plus d'être un espace donc de Banach. Comme c'est un espace qui est complet pour la norme induite par un produit scalaire, c'est un espace de Banach. Ensuite, on a un nouveau lemme qui nous dit que notre famille ENZ est une famille orthonormale de L2. Donc on va le démontrer en faisant donc tout simplement un calcul. Si on prend EN, EM, et qu'on regarde leur produit scalaire, ça vaut donc 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi, de exponentielle de INX, exponentielle de IMX, mais attention, c'est le conjugué, donc je mets un moins, dx, qui vaut 1 sur 2pi fois, donc ça, si j'ai envie de trouver une primitive, si n différent de m, je peux trouver la primitive exponentielle de i n moins m x divisé par n moins m entre 0 et 2pi. Et ça va valoir 0 puisque lorsqu'on va évaluer ici, comme ce sera un entier, on sera sur un multiple de 2pi. Et donc, on sera égal à 0, puisqu'ensuite, on va s'annuler ici. Si maintenant n égale m, donc E, n, n, ce produit scalaire vaut 1 divisé par 2pi
intégrale entre 0 et 2pi, exponentielle de i nx, exponentielle de i nx, mais attention, c'est le conjugué, donc il y a un moins, dx, qui vaut 1 sur 2pi, intégrale entre 0 et 2pi de 1, qui vaut finalement 1. Donc on a bien montré que notre famille est une famille orthonormale de L2. On finit ensuite avec une définition théorème. Donc si on prend f et g, deux fonctions qui sont dans L1, on définit la convolution, le produit de convolution de f et g par donc f étoile g. Pour tout x appartenant à 0 de pi, f convolé avec g en x égale 1 sur 2pi, l'intégrale entre 0 et 2pi de f de x moins y, g de y, par rapport à y. Donc ce produit est bien défini, et si on prend le produit de deux fonctions, la convolution de deux fonctions dans L1, on reste encore dans L1. Alors, on va essayer de montrer que f étoile g appartient dans L1, appartient à L1. Donc nous, ce qu'on veut, c'est montrer que l'intégrale de f convolée avec g va être strictement inférieure à plus l'infini. Donc 1 divisé par 2pi, intégrale de 0 à 2pi, je peux enlever là ça puisque ça va être une constante, on s'en fiche, de valeur absolue de f convolée avec g, évalué en x, dx, on veut montrer que ça, c'est strictement inférieur à plus l'infini. On va d'abord s'intéresser à ce que c'est que cette convolution-là. On sait que valeur absolue, norme de f convolée avec g en x, c'est l'intégrale de 0, 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi de f de x moins y, g de y, g de y, dy, qui va être inférieur ou égal à 1 sur 2pi, l'intégrale de 0 à 2pi de valeur de module de f de x moins y, module de g de y, dy. Là, quand on voit ça, on a envie d'intégrer d'abord par rapport à x. Comme ça, on va pouvoir sortir ce g de y là. Donc, on va s'intéresser à l'intégrale entre 0 et 2pi, l'intégrale entre 0 et 2pi. J'enlève les constantes puisque elles ne vont pas changer le fait que c'est strictement inférieur à plus l'infini ou pas. De module f de x moins y, module de g de y. Si j'intègre d'abord par rapport à x, d'abord par rapport à y, et ensuite par rapport à y, et que je montre que ça c'est bien strictement inférieur à plus l'infini, alors par une application du théorème de Fubini, on aura que, ici aussi, ce sera strictement inférieur à plus l'infini, puisqu'on pourra intervertir l'ordre. Donc ça, c'est la question qu'on se pose. Mais l'intégrale entre 0 et 2pi de ça, c'est exactement égal à cette intégrale-là. Hop. Donc, comme on intègre d'abord par rapport à x, je vais mettre en facteur le g de y, f de x moins y, d de x, d de y, qui vaut l'intégrale entre 0 et 2pi, module de g de y. Comme notre fonction f est 2pi périodique, là on se retrouve à avoir en fait l'intégrale entre 0 si on fait un changement de variable, par exemple u égale x moins y. On se retrouve à avoir moins y, 2pi moins y, module de f de u du dy. Mais ça, en fait, comme notre fonction est 2pi périodique, c'est exactement égal à la norme de f dans L1. À 2pi près. Hop, donc je vais mettre ce signe-là qui veut dire que c'est proportionnel. Donc ça va être proportionnel à l'intégrale entre 0 et 2pi, module de g de y,
dy norme de f, norme 1 de f, et ça va être encore une fois proportionnel à norme de g, 1, norme de f, 1. En fait, je sais pas pourquoi j'ai enlevé les deux pi tout le long, puisque en les laissant, j'aurais pu ne pas utiliser donc tous ces signes proportionnels. Bon, je vous laisse le refaire en gardant les deux pi. Ça fait quelque chose d'un peu plus propre quand même, ce qui a été fait ici. Ce qu'il faut donc retenir de ce cours, c'est l'intérêt de définir donc de nouveaux ensembles. Donc les fonctions continues de pi périodiques, le fait que désormais on travaille avec des fonctions de pi périodiques, et également tous nos polynômes trigonométriques, donc tous ces ensembles-là, qui vont être très importants.